Le verre de champagne s'est brisé si violemment, sur le parquet, que toute la terrasse, aux allures de salle de bal, s'est tue. Pas calme, non, silencieuse. Ce genre de silence, lourd, qui ne survient que lorsque quelque chose de profondément inattendu fend l'air en deux. Une seconde plus tôt, mon cousin Rick riait si fort qu'il avait failli renverser de la sauce barbecue sur son polo blanc. Laisse-moi deviner, a-t-il ricané, assez fort pour que la moitié des invités l'entendent. On t'appelait la princesse. J'ai bu une lente gorgée de thé glacé, avant de répondre. Hadès. C'était tout. Juste un mot. Mais le Navy retraité, debout près du bar extérieur, a lâché son verre de champagne, comme s'il avait vu un fantôme. Le vieil homme m'a fixé, avec des yeux bleus délavés qui, soudain, semblaient plus jeunes de 20 ans, et terrifiés de 20 ans de plus. Ce n'est pas possible, a-t-il chuchoté. Puis, il s'est redressé, et m'a salué militairement, là, devant toute ma famille. C'est à ce moment-là que mon cousin a compris qu'il venait de commettre une terrible erreur. Le barbecue devait être simple. Juste un après-midi, pour les 75 ans de ma tante Donna, près de Waco, au Texas. Rien d'extraordinaire. Des chaises pliantes, de la musique country s'échappant de vieux haut-parleurs, des hommes débattant de football à côté de fumoirs remplis de poitrines de bœuf, et des petits-enfants courant partout, avec des glaces à l'eau qui fondaient sur leurs poignets. Une vraie réunion de famille américaine. J'ai bien failli ne pas venir. Pour dire vrai, je n'avais pas assisté à l'un de ces rassemblements depuis près de 8 ans. Les familles se souviennent de tout, surtout des détails embarrassants. Et dans la mienne, on se rappelait surtout de moi comme de la bizarre, la taciturne, cette femme qui avait disparu dans l'armée, et n'en était jamais vraiment revenue. La plupart d'entre eux supposaient que j'avais occupé un poste de bureau insignifiant, à classer des dossiers dans une administration militaire. Je ne les ai jamais détrompés. C'était plus simple ainsi. À 53 ans, j'ai appris une vérité, que la plupart des gens ne comprennent qu'après avoir assisté à trop d'enterrements, la paix de l'esprit importe bien plus que la reconnaissance. Pourtant, tante Donna m'avait appelé personnellement. Claire, avait-elle dit doucement au téléphone, je me fais vieille, ma puce. J'aimerais vraiment te voir. Alors, j'ai fait les 3 heures de route. J'ai apporté un gobelet aux pêches, et je m'étais promise de repartir avant le coucher du soleil si Rick se mettait à trop boire. Malheureusement, Rick a commencé à boire avant midi. Mon cousin avait toujours été bruyant, de cette manière propre aux hommes qui manquent d'assurance. Il n'était pas méchant, simplement arrogant, le genre de type à croire que le volume sonore équivaut à de la confiance en soi. Il vendait des camping-cars près de Dallas, et abordait chaque discussion comme s'il tentait de décrocher le titre d'employé du mois. Quand je suis arrivé, il en était déjà à sa énième bière importée, faisant la cour aux invités près du barbecue. Eh bien, regardez qui revient enfin de la zone 51, a-t-il lancé d'une voix forte en m'apercevant. Quelques personnes ont ri. J'ai souri poliment. Toujours vivant, Rick? Tout juste. L'inflation essaie de m'avoir. Cela a déclenché une nouvelle vague de rire. J'ai serré tante Donna dans mes bras, je l'ai embrassée sur la joue, puis j'ai aidé à porter des plateaux de la cuisine à la terrasse, tandis que les autres restaient assis à débattre de politique et du prix de l'essence. Personne ne m'a prêté attention. Je préférais que ce soit ainsi. Vers 16 heures, un SUV noir s'est garé dans l'allée. Un homme plus âgé en est descendu, vêtu d'un blazer bleu marine malgré la chaleur étouffante du Texas. Grand, svelte, les cheveux blancs coupés très courts, à la militaire. Avant même que tante Donna ne le présente, j'ai reconnu sa posture. Les vétérans de combat se tiennent différemment. Peu importe leur âge. Voici Walter Brigg, a annoncé fièrement tante Donna. Il a servi avec Harold il y a des années. Harold était son défunt mari. Walter a serré des mains tout autour de la terrasse, jusqu'à ce que son regard se pose sur moi. Pendant une fraction de seconde, son expression a changé. De la reconnaissance, puis de la confusion, et enfin de l'incertitude. J'ai détourné les yeux la première. J'aurais dû comprendre, à cet instant précis, que la journée allait dérailler. En début de soirée, Rick était passé d'agaçant à insupportable. Il avait réuni un petit groupe autour de la glacière de la terrasse, et s'était mis à raconter ses exploits de football américain au lycée, comme s'il avait failli intégrer la NFL. J'étais assise tranquillement près de la rambarde, observant la lumière du soleil se poser sur les champs, au-delà de la propriété de tante Donna, quand Rick s'est approché,
une bière à la main. Alors, a-t-il lancé bien fort, t'as déjà fait un truc vraiment dangereux à l'armée? J'ai haussé les épaules. Parfois. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire parfois. Quelques cousins ont gloussé. Le sourire de Rick s'est élargi. T'as tiré au fusil, tout ça? T'as déjà dû te battre contre quelqu'un. Son ton avait ce côté moqueur que les hommes utilisent lorsqu'ils pensent coincer quelqu'un. Je sentais le regard de Walter Brigg peser sur moi, depuis l'autre bout de la terrasse. J'aurais dû couper court à la conversation. Mais, peut-être parce que j'étais fatigué, ou peut-être parce qu'après 20 ans, j'en avais assez de faire semblant d'être insignifiante, j'ai répondu franchement. Seulement au corps à corps, ai-je dit calmement. Les couteaux étaient facultatifs. Tout le groupe a éclaté de rire. Rick a tapé sur la table. Oh, arrête. J'ai souri dans mon verre de thé. Puis est venue sa réplique. Laisse-moi deviner, a-t-il ricané. On t'appelait la princesse. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Hadès. Le verre de champagne s'est brisé une seconde plus tard. Walter Brigg était devenu livide. Pas pâle de surprise, non, pâle d'effroi, hanté. Le vieux s'il me fixait comme s'il regardait à travers 20 ans de souvenirs enfouis. C'est impossible, a-t-il murmuré. Rick a scié. Quoi? Walter s'est approché lentement de moi. Vous étiez dans la Tascuni 7, a-t-il dit à voix basse. Je n'ai pas répondu. Vous pilotiez sur les routes d'extraction de Kandahar. Toujours le silence. La respiration de Walter est devenue plus saccadée. Ma famille nous regardait alternativement, perplexe. Rick a forcé un rire. Bon, attendez. Qu'est-ce qui se passe là? Walter l'a complètement ignoré. Il me regardait comme les soldats regardent les tombes. J'avais entendu dire que vous étiez morte. La terrasse était devenue totalement immobile, à l'exception du bourdonnement lointain des cigales dans les arbres. J'ai posé mon verre avec précaution. Pas morte, ai-je dit doucement. Les yeux de Walter ont légèrement brillé. Mon Dieu, a-t-il chuchoté en s'éclaircissant la gorge. Hadès. Puis, devant toute ma famille, le Navy SEAL à la retraite a redressé le buste, et m'a salué. Et, pour la toute première fois de ma vie, mon cousin a cessé de rire. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes après le salut de Walter Brigg. Pas même Rick. Et croyez-moi, faire taire Rick Donnelly était un exploit suffisant pour relever du miracle. La brise du soir texan soufflait doucement à travers les chaînes de la propriété de Tante Donna, alors que tout le monde me dévisageait comme si une deuxième tête m'était poussée. J'ai toujours détesté attirer l'attention. Cette surprise que les gens éprouvaient en découvrant qui j'avais été ne m'apportait aucune satisfaction, contrairement à ce que montrent les films. La plupart du temps, cela me fatiguait, tout simplement. Rick a fini par lâcher un rire maladroit. D'accord, a-t-il dit en jetant des regards nerveux autour de lui. Qu'est-ce qui se passe ici, exactement? Walter n'a pas répondu tout de suite. Le vieux SEAL continuait de me fixer, avec cette expression que les vétérans n'arborent que face à certains noms, certains souvenirs. Finalement, il a regardé Rick. Tu as la moindre idée de qui est ta cousine? Rick a esquissé un faible sourire. Apparemment non. Walter a hoché la tête lentement. Non, a-t-il dit. Apparemment non. Tante Donna semblait désormais profondément déroutée. Claire, a-t-elle demandé avec précaution, de quoi parle-t-il? J'ai soupiré doucement, avant de m'adosser à ma chaise. Rien d'important. Walter a immédiatement secoué la tête. Avec tout le respect que je vous dois, a-t-il dit, ce n'est pas vrai. Je sentais tous les regards braqués sur moi. Mes cousins plus jeunes avaient cessé de courir après leurs enfants dans le jardin. Même la musique country qui s'échappait des haut-parleurs semblait soudain trop forte. Je détestais ça. Pendant 20 ans, j'avais travaillé très dur pour devenir invisible. Et l'invisibilité se mérite, surtout après la guerre. Walter a fini par tirer une chaise pour s'asseoir en face de moi. Vous avez vraiment disparu, a-t-il murmuré. C'était mon intention, ai-je répondu. Il a laissé échapper un petit rire étouffé. Bon sang, les gens parlaient de vous comme d'une histoire de fantôme. Rick a croisé les bras. Bon, il faudrait que quelqu'un commence à m'expliquer. Walter a jeté un coup d'œil vers lui.
Tu as déjà entendu des soldats parler d'indicatifs d'appel? Bien sûr. Eh bien, a expliqué Walter avec soin, la plupart des indicatifs sont des blagues, des surnoms, des histoires bêtes. Il m'a désigné du doigt. Pas celui-là. Rick m'a regardé, puis a de nouveau fixé Walter. Tu es sérieux? Le regard de Walter n'a pas quitté le mien. Mon gars, il y avait des Rangers, des SEALS, des marines, des pilotes. Des hommes qui lui devaient la vie. La terrasse est retombée dans le silence. Je pouvais presque entendre les gens repenser à tous les préjugés qu'ils avaient eus sur moi. La cousine bizarre, la solitaire silencieuse, la femme célibataire vivant seule à l'écart de Temple, avec sa vieille camionnette et son potager. C'est drôle de voir comment les gens construisent des histoires entières à partir du silence. Rick a ricané doucement, tentant de reprendre contenance. Allez, a-t-il dit. On dirait que tu parles de Rambo. L'expression de Walter s'est durcie instantanément. Non, a-t-il dit d'une voix basse. Rambo était une fiction. Cela a coupé la chic à Rick. Tante Donna s'est assise lentement à mes côtés. Claire, ma chérie, qu'est-ce que tu as fait à l'armée? J'ai baissé les yeux vers mes mains un instant. À mon âge, vos mains racontent des histoires bien avant que votre bouche ne le fasse. Des cicatrices, des traces de brûlures, de vieilles fractures. Je pilotais des hélicoptères d'évacuation médicale, ai-je dit simplement. Walter m'a corrigé immédiatement, vous pilotiez des vols d'extraction en zone noire. J'ai fermé les yeux un bref instant. Je détestais toujours entendre ces mots. La plupart des civils n'ont aucune idée de ce que font réellement les pilotes militaires dans les zones de guerre. Ils s'imaginent des films, des drapeaux, des discours de héros. La vraie guerre n'est généralement qu'un mélange d'épuisement et de terreur. Et les hélicoptères? Mon Dieu! Les hélicoptères sont le lieu où la peur devient physique. On ressent chaque vibration jusque dans ses os. Chaque bruit compte. Chaque seconde compte. Walter s'est adossé lentement. Kandahar, a-t-il murmuré. L'automne 2003. Je n'ai rien dit. Rick a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui s'est passé à Kandahar? Walter a regardé vers les champs qui s'assombrissaient au-delà de la terrasse. La mission a mal tourné. Sa voix avait changé désormais. Plus calme, plus vieille. Une unité de reconnaissance des SEALS s'est retrouvée piégée après une embuscade, en dehors de la ville. Une tempête de sable arrivait. La visibilité s'effondrait. Des combattants ennemis partout. Plusieurs membres de la famille étaient désormais totalement immobiles alors que Walter poursuivait. Le commandement a ordonné au soutien aérien de battre en retraite. Il m'a regardé droit dans les yeux. Mais un pilote a ignoré l'ordre. J'ai fixé mon T intact. Ce n'était pas de la bravoure, ai-je dit à voix basse. C'était de la colère. Walter a secoué la tête. Non, a-t-il répliqué. C'était du courage. J'ai presque ri à ces mots. Les survivants de la guerre se font souvent qualifier de courageux par des personnes qui n'ont aucune idée de la terreur que cela impliquait. En vérité, le courage a souvent un goût amer, désordonné, désespéré. Rick semblait toujours sceptique. Et alors? Elle a sauvé quelques soldats. Walter s'est tourné lentement vers lui. Mon gars, a-t-il dit, ces hommes étaient déjà considérés comme morts. Cette phrase a résonné différemment. Même Rick l'a senti. Walter m'a désigné d'un geste doux. Elle a volé dans une tempête de sable que personne d'autre n'aurait osé affronter. Ma gorge s'est légèrement serrée. Je me souvenais encore des grésillements de la radio, des alarmes hurlantes, du goût du sang là où je m'étais mordu la lèvre. Certains souvenirs ne s'effacent jamais. Ils deviennent simplement plus silencieux avec l'âge. Walter a continué, l'hélicoptère a été touché 2 fois. Tante Donna a eu un léger hoquet de stupeur. Mais elle a quand même atterri. Personne ne parlait. Même les jeunes enfants à côté semblaient percevoir la lourdeur de l'atmosphère. Rick s'est éclairci la gorge. Eh bien, si tout cela est vrai, pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler? La réponse est venue sans effort. Parce que je ne le voulais pas. Tout le monde m'a de nouveau regardé. J'ai enfin levé les yeux. Vous savez ce qui se passe après avoir trop connu la guerre, ai-je demandé à voix basse. Personne n'a répondu. On cesse de vouloir attirer l'attention.
La brise a tourné sur la terrasse. Quelque part sur la route, un chien a aboyé. Des bruits tout à fait normaux. C'est cela qui est étrange avec les moments charnières d'une vie, le monde continue de tourner malgré tout. Walter m'a étudié attentivement. Vous vous en voulez toujours. Je lui ai adressé un sourire fatigué. Risque professionnel. Il s'est penché en avant. Vous avez sauvé 31 hommes. Pas tous, ai-je répondu. Le visage de Walter s'est légèrement assombri. Non, a-t-il admis à voix basse. Cette vieille douleur a de nouveau traversé ma poitrine. Plus aiguë, non, juste familière. Tante Donna a tendu le bras, et a doucement touché le mien. Oh, Claire. J'ai détourné les yeux. J'avais passé des décennies à m'assurer que personne ne me prenne en pitié. La pitié est dangereuse. Dès que les gens se mettent à plaindre les vétérans, ils cessent de les voir comme des êtres humains. Ils font de vous soit un héros, soit une tragédie. Ni l'un ni l'autre ne sonne juste. Rick a soudain bougé d'un air embarrassé, à côté de la glacière. Alors, il s'est frotté la nuque. Pourquoi t'appelais-il Hadès? Walter a répondu avant moi. Parce que peu importe à quel point la situation devenait désespérée, il a marqué une pause, elle descendait toujours en enfer pour ramener les nôtres à la maison. Personne n'a ri après cela. Pas une seule personne. Le soleil avait presque disparu, peignant le ciel du Texas d'orange et de violet, au-delà des arbres. Walter continuait de me regarder avec des yeux troublés. Puis, son expression a changé. Ce n'était pas de l'admiration, cette fois, mais de l'inquiétude, une profonde inquiétude. Claire, a-t-il dit avec précaution, pourquoi avez-vous disparu après Kandahar? Mon estomac s'est noué instantanément. Elle était là. La question que j'avais passé 20 ans à fuir. Autour de nous, les bruits de la fête se sont dissous dans un silence pesant, car la vérité était que Kandahar n'était pas la raison de ma disparition. C'était ce qui s'était passé après. L'air a changé dès que Walter a posé cette question. Même la brise soufflant sur la terrasse de Tante Donna semblait avoir ralenti. Pourquoi avais-je disparu après Kandahar? Plus personne ne touchait à sa nourriture. Rick a baissé sa bière. Mes jeunes cousins semblaient confus et mal à l'aise, comme s'ils réalisaient soudain que cette femme mûre et un peu bizarre, présente au barbecue de famille, avait vécu une toute autre vie. Aucun d'eux ne comprenait. J'ai contemplé les champs sombres du Texas pendant de longues secondes, avant de répondre. Parce que certaines choses vous poursuivent jusqu'à la maison, ai-je dit doucement. Le visage de Walter s'est crispé. Il en savait déjà au moins une partie, contrairement à ma famille. Et une fois que certaines histoires sont prononcées à voix haute, on ne peut plus les murer dans le silence. J'ai croisé lentement les mains. Kandahar ne devait pas être une mission de sauvetage, ai-je commencé. Les souvenirs sont revenus, plus nets que je ne l'aurais voulu. C'est curieux, le fonctionnement du traumatisme. On peut oublier des anniversaires, des numéros de téléphone, des noms, mais la peur, elle, reste figée, intacte comme sous du verre. Au départ, c'était une opération de routine en soutien à une extraction, ai-je poursuivi. Déposer et récupérer une petite unité de reconnaissance avant le lever du soleil. Walter a hoché la tête. La tempête de sable a frappé plus tôt que prévu, a-t-il ajouté à voix basse. Oui. Je me souvenais encore du ciel devenant noir orangé au-dessus de l'Afghanistan. À un moment, la visibilité était gérable, et l'instant d'après, on aurait dit que le monde lui-même s'effondrait. Nous avons perdu les communications à 2 reprises, ai-je dit. Puis, l'équipe de reconnaissance est tombée dans une embuscade, alors qu'elle progressait vers le point d'extraction. Rick a bougé sur sa chaise. Quel genre d'embuscade? Le genre d'où les hommes ne reviennent pas, cela l'a fait taire à nouveau. Je me suis adossé lentement. L'ennemi savait déjà où il se dirigeait. Des tirs nourris, des tirs de roquettes, 2 hommes au sol immédiatement. Tante Donna a pressé une main contre sa poitrine. Oh mon Dieu! J'ai continué, car m'arrêter aurait été bien pire. Le canal de commandement a ordonné à toutes les unités aériennes de se replier. Walter a baissé les yeux vers la table. Personne n'aimait cette partie de l'histoire, en particulier les vétérans. Parce que parfois, la guerre n'a rien à voir avec la bravoure. Parfois, il s'agit simplement de regarder des institutions se protéger elles-mêmes, en priorité. La tempête empirait, ai-je continué. Un pilote a fait demi-tour,
puis un autre. Et pas vous, a dit doucement Walter. J'ai secoué la tête. Non. Rick a froncé les sourcils. Pourquoi pas? Je les regardais droit dans les yeux. Parce qu'ils étaient encore en vie. C'était aussi simple que cela. La terrasse est restée silencieuse. Les Américains plus âgés comprennent une chose que les jeunes ignorent souvent, quand on a vécu assez longtemps, ce sont les vérités les plus simples qui frappent le plus fort. J'ai fermé brièvement les yeux. Je me souviens avoir entendu l'un des SEALS à la radio, ai-je dit. Je pouvais à peine le comprendre à travers les grésillements. La mâchoire de Walter s'est crispée. Il priait, a-t-il marmonné. Oui. J'ai dégluti avec peine. Il pensait que personne ne viendrait. La terrasse était devenue si silencieuse que je pouvais entendre les insectes bourdonner au-delà de la clôture. J'ai volé à l'aveugle durant presque toute l'approche finale, ai-je dit. Impossible de voir le relief, impossible de repérer les mouvements de l'ennemi. Je distinguais à peine mon propre tableau de bord. Rick semblait sincèrement troublé désormais. Et tu as quand même atterri? L'atterrissage le plus difficile de ma vie. Les vieux souvenirs m'ont à nouveau traversé. Les vibrations du rotor, la poussière qui étouffait le cockpit, les alarmes de détresse qui hurlaient. Et puis, les tirs. Mon Dieu, les tirs. Des balles ont déchiré le flanc gauche de l'appareil avant même que nous touchions le sol, ai-je dit calmement. Tandona s'est couvert la bouche. Walter semblait épuisé de simplement réentendre ce récit. L'équipe des SEALS transportait déjà des blessés quand je me suis posé, ai-je poursuivi. Un homme avait perdu une partie de sa jambe, un autre était à peine conscient. Rick a chuchoté, d'où Jésus. J'ai ignoré la sympathie dans sa voix. La sympathie ne m'intéressait plus, pas après toutes ces années. Nous avons chargé tout ce que nous pouvions, ai-je dit. C'est alors qu'une autre roquette a explosé tout près. Walter a hoché la tête, sombre. C'est là que l'incendie s'est déclaré. Oui. L'odeur est revenue instantanément à ma mémoire. Le liquide hydraulique qui brûle, le métal calciné, la chair brûlée. Certaines odeurs ne vous quittent jamais. Rick me dévisageait différemment désormais. Plus de moquerie, plus d'assurance, juste de l'incertitude. Alors, comment tu t'en es sorti? J'ai failli sourire. C'est la partie que les gens qualifient généralement d'héroïque. Walter m'a observé attentivement. Mais pas vous. Non. J'ai frotté lentement mon pouce contre une vieille cicatrice dans ma paume. Héroïque suppose que vous aviez le choix, ai-je dit. La plupart d'entre nous ne l'avaient pas. La vérité s'est installée lourdement sur la terrasse. J'ai continué à voix basse, nous avons décollé en surcharge, à moitié aveugle au milieu de la tempête, avec les véhicules ennemis qui se rapprochaient, a ajouté doucement Walter. Oui. Près de la porte de la terrasse, une jeune cousine a chuchoté, on dirait un film. J'ai immédiatement secoué la tête. Non, ai-je dit fermement, les films se terminent bien. Cette phrase est restée suspendue dans l'air tiède de la nuit. Parce que cette partie-là n'avait rien de propre. Vraiment rien. Le rapport de mission a invoqué une défaillance mécanique, ai-je fini par dire. Rick a froncé les sourcils. Mais ce n'était pas vrai. Non. Walter a expiré lentement par le nez. On y arrivait. La partie la plus laide. L'officier supérieur responsable de l'opération a paniqué, ai-je dit calmement. Il a ordonné à tout le monde de battre en retraite, avant même que l'équipe au sol soit en sécurité. Tandona semblait confuse. Mais s'ils partaient, ces soldats allaient mourir. Ils ont failli mourir, a dit Walter d'une voix devenue glaciale. Il les a abandonnés. J'ai acquiescé d'un signe de tête. Oui, mais après notre retour, la politique a commencé. Rick a scié. La politique? J'ai ri doucement, sans aucun humour. Les carrières militaires, l'image publique, le commandement, la réputation. L'amertume dans ma propre voix m'a surprise. Peut-être parce que j'avais passé des années à prétendre qu'elle avait disparu. L'officier responsable avait des appuis puissants, ai-je poursuivi, et il fallait que quelqu'un endosse la responsabilité du fiasco de l'opération. Rick m'a fixé. Toi. Moi. Personne ne bougeait. Personne ne touchait plus à son verre. Ils ont affirmé que j'avais agi de manière imprudente, ai-je dit.
Ils ont dit que j'avais enfreint les ordres de repli, que j'avais mis en danger du matériel militaire. Walter a frappé doucement mais fermement la table de la paume de sa main. Vous avez sauvé des vies. Ça n'avait pas d'importance. Le vieux Sil a secoué la tête, avec une colère visible. J'ai essayé de me battre. Je sais, a dit Walter, mais les hauts gradés ont tout étouffé. Oui. L'amertume dans les yeux de Walter me révélait qu'il portait cette colère depuis presque aussi longtemps que moi. Rick a parlé avec précaution, désormais. Donc. Ils t'ont puni pour avoir sauvé des gens. Je l'ai regardé calmement. Non, ai-je répondu, ils m'ont puni pour avoir embarrassé quelqu'un d'important. Cela l'a frappé plus durement que les récits de guerre. Car les Américains d'un certain âge comprennent le fonctionnement des institutions. Ils comprennent l'orgueil, et la lâcheté revêtue d'uniformes d'apparat. Je me suis adossé lentement. Après cela, tout s'est effondré rapidement. Ma gorge s'est légèrement serrée. Mon mariage a volé en éclats. Je ne pouvais plus dormir, je ne supportais plus la foule. Le moindre bruit d'hélicoptère faisait s'emballer mon cœur. Walter a baissé les yeux. J'ai entendu parler du divorce. Oui, ai-je fait, avec un léger haussement d'épaule. Il disait que la guerre avait pris une plus grande part de moi que lui n'en aurait jamais. Personne ne savait quoi répondre à cela. Que dire, après tout? Certaines pertes surviennent lentement. En silence, comme la rouille. Rick a regardé sa bière pendant un long moment, avant de prendre enfin la parole. Donc, pendant toutes ces années. J'ai terminé sa phrase à sa place, tu pensais que j'étais juste une vieille femme bizarre qui détestait les fêtes de famille. Son visage a légèrement rougi. Eh bien. Un peu, oui. J'ai esquissé un léger sourire. Au moins, tu es honnête. La tension s'est relâchée pendant une brève seconde. Puis Walter a repris la parole, et toute chaleur a immédiatement disparu. L'officier qui a étouffé la vérité, a-t-il dit à voix basse, il est ici, au Texas, demain. Mon estomac s'est noué. Je connaissais déjà son nom avant qu'il ne le prononce. Daniel Mercer, a marmonné Walter d'un ton sombre. Général à la retraite, aujourd'hui. Je l'ai dévisagé. Le visage de Walter s'est durci. Il est l'invité d'honneur à la collecte de fonds pour les vétérans, à Austin, demain soir. Les vieux souvenirs se sont glacés dans ma poitrine. Car après 20 ans, l'homme qui avait détruit ma vie se trouvait soudain à 1 heure de route d'ici. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non pas que j'ai eu peur de revoir Daniel Mercer. À mon âge, la peur change de forme. Quand on est jeune, on redoute les balles, l'échec et la honte. Quand on vieillit, on redoute les souvenirs. J'ai passé la majeure partie de la nuit assise sur le porche arrière de ma petite maison, près de Temple, au Texas, à écouter les grillons et à fixer l'obscurité, tandis que les bruits d'autrefois revenaient. Le battement des pales, les grésillements de la radio, les hommes hurlant des coordonnées au milieu des tirs. Au matin, ma poitrine me semblait déjà fatiguée. Vers 10 heures, Walter Brigg m'a appelé. Vous y allez, ce soir, a-t-il demandé. Non. Vous devriez. J'ai passé 20 ans à fuir les hommes comme Mercer. Walter est resté silencieux une seconde. Claire, a-t-il dit avec précaution, parfois, éviter la douleur signifie aussi s'interdire de tourner la page. Je détestais quand les vieux vétérans se mettaient à philosopher avant midi. Je ne cherche pas à tourner la page. Qu'est-ce que vous cherchez, alors? Cette question est restée suspendue plus longtemps que prévu. Finalement, j'ai répondu sincèrement, la paix. Walter a soupiré doucement. Alors, c'est peut-être le moment. À 18h30 ce soir-là, je me tenais devant le centre commémoratif des vétérans d'Austin, me demandant bien pourquoi j'avais ignoré mon propre instinct. Le parking était plein. Des SUV de luxe, des pick UPS, des drapeaux américains installés près de l'entrée. À l'intérieur, donateurs et officiers à la retraite se mêlaient sous la lumière chaleureuse des lustres, tandis que des serveurs transportaient des plateaux de vin et de cocktails de crevettes. La salle sentait le parfum cher et le bois ciré. Le genre d'endroit où l'on rend hommage au sacrifice des autres, confortablement. Walter m'a rejointe près de l'entrée. Vous êtes venu. Je cherche encore à savoir si c'est bien raisonnable. Il m'a adressé un faible sourire. Vous avez l'air nerveuse. J'envisage d'agresser un général à la retraite. Cela l'a fait rire pour de bon.
pendant un instant, j'ai failli me détendre. Puis, j'ai aperçu Daniel Mercé, et, soudain, j'ai eu l'impression que l'Afghanistan venait de traverser 20 ans d'histoire pour me saisir à la gorge. Mercé se tenait près de la scène de la salle de bal, entouré de donateurs et de politiciens locaux. Grand, les cheveux argentés, une posture parfaite, le genre d'homme en qui l'Amérique avait une confiance immédiate. Il arborait son assurance comme une énième décoration militaire. Les gens lui serraient la main sans arrêt. Des vétérans le remerciaient pour ses états de service. Un jeune reporter tournait autour de lui avec son équipe de tournage. Walter a remarqué mon expression. « Ça va ? » « Non. » Mercé s'est légèrement détourné, tout en riant de la remarque de quelqu'un. Puis, ses yeux ont croisé les miens. Son sourire s'est éteint instantanément. Pas de la confusion, mais de la reconnaissance. Immédiate. Et, juste en dessous, de la peur. Infime, fugace, mais bien réelle. Le général s'est excusé auprès du groupe, puis s'est avancé lentement vers nous. À mes côtés, Walter s'est redressé automatiquement. Les vieux réflexes. Mercé s'est arrêté à quelques pas. « Claire Donovan », a-t-il dit calmement. Sa voix était restée exactement la même. Cela m'a perturbé plus que de raison. Général Mercé. Ce titre avait un goût amer. Son regard m'a scanné avec attention. Vous avez bonne mine. Ça fait au moins un de nous deux. Walter a toussé doucement pour masquer un rire. Mercé l'a ignoré. J'avais entendu dire que vous aviez quitté le Texas il y a des années. Et moi, j'ai entendu dire que vous aviez réécrit l'histoire. L'attaque a porté. L'atmosphère s'est aussitôt tendue entre nous. Le sourire poli de Mercé est revenu, mais plus mince cette fois. Toujours en colère, je vois. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Toujours menteur, je vois. Walter a légèrement bougé à côté de moi. Autour, des gens commençaient à remarquer la tension. Mercé a baissé d'un ton. Ce n'est pas l'endroit. Non, ai-je répondu doucement, vous y avez veillé il y a 20 ans de cela. Peu après, les lumières de la salle se sont tamisées, et les invités ont rejoint leur table. Walter et moi étions assis près du fond. Je serais déjà parti si la fierté ne m'avait pas cloué à cette chaise. C'est la triste vérité que personne n'avoue, parfois, la vengeance commence simplement parce qu'on est fatigué d'avaler des couleuvres. Un présentateur est monté sur scène. Ce soir, a-t-il dit chaleureusement, nous honorons le leadership, le courage, et toute une vie de service. Mercé a reçu une ovation debout avant même de toucher le micro. Je suis resté assise. Walter aussi. Mercé a commencé à parler avec aisance de patriotisme et de sacrifice. Le public l'adorait. Évidemment. Les hommes comme Mercé savent toujours exactement ce que l'Amérique veut entendre, en particulier la vieille génération. Le devoir, l'honneur, la patrie. Il s'exprimait magnifiquement. C'était bien là une partie du problème. Puis, son regard a de nouveau croisé le mien, tout au fond de la salle, et tout a changé. Il y a, malheureusement, à prononcer Mercé dans le micro, des personnes qui ne se réadaptent jamais complètement après la guerre. À mes côtés, Walter s'est raidi. Je savais déjà où il voulait en venir. Mercé a poursuivi calmement, le traumatisme altère le jugement. La mémoire, la stabilité émotionnelle. Plusieurs regards se sont alors tournés vers notre table. Lâche. Pour la première fois depuis des années, la vieille colère en moi s'est réveillée. Mercé a croisé les mains dans le dos, avec l'attitude d'un homme d'État. Exercer le commandement exige parfois de prendre des décisions difficiles sous la pression. Tout le monde ne comprend pas ces réalités. Walter a marmonné, fils de. Mercé recommençait. Exactement comme avant, il utilisait un langage châtié pour enterrer la vérité. Le public écoutait avec respect. La plupart des gens n'avaient pas la moindre idée qu'il assistait, en temps réel, à la plaidoirie d'un lâche qui défendait sa propre couardise. Puis Mercé a esquissé un léger sourire et a ajouté d'un ton navré, certains anciens personnels finissent par bâtir des mythes autour d'eux-mêmes après coup. Walter a frappé la table de sa main, si fort que les couverts ont tremblé. Cela a immédiatement fait tourner les têtes. Mercé l'a regardé directement, et Walter Briggs s'est levé. J'y étais. La pièce est devenue totalement silencieuse. La vieille voix de Walter a porté bien plus loin que je ne l'aurais cru.
Le visage de Mercé s'est assombri instantanément. Walter, a-t-il prévenu à voix basse. Non, a cinglé Walter. Vous avez assez parlé. Les invités ont bougé, mal à l'aise. Personne d'autre ne bougeait. Walter m'a désigné du doigt. Cette femme a volé au milieu d'un putain de déluge de feu, tandis que vous preniez la fuite. La salle de bal a explosé en murmures. Le visage de Mercé est devenu livide. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, a-t-il dit d'un ton sec. Mais, à ce moment-là, une autre voix s'est élevée. Moi, je le sais. Un homme, près du devant de la scène, s'est lentement levé de son fauteuil roulant. Un vieux marine, barbe grise, à qui il manquait la jambe gauche. Il a regardé vers moi, les yeux embués de larmes. Elle m'a sauvé la vie. Le silence a de nouveau envahi la pièce. Puis, un autre vétéran s'est levé. Puis un autre, un infirmier, un ancien rangé, un vieux père de famille serrant un calot militaire plié. L'un après l'autre, ils ont pris la parole. Elle a ramené mon fils. Elle a porté des blessés elle-même. On nous avait dit que personne ne viendrait. La posture pleine d'assurance de Mercé s'est enfin fissurée. Je suis resté pétrifié, tandis que 20 ans de vérité occultée s'élevaient dans la salle, telle une fumée. Walter s'est approché de la scène. Les dossiers de Kandahar ont été partiellement déclassifiés l'année dernière, a-t-il lancé d'une voix forte. Les gens peuvent les lire, désormais. La mâchoire de Mercé s'est contractée. La voix de Walter tremblait de fureur, vous avez abandonné vos hommes. Plus personne n'applaudissait. Plus personne ne souriait. La salle de bal était devenue un tribunal. Et, pour la première fois en 20 ans, Daniel Mercé semblait minuscule. C'est alors que le marine en fauteuil roulant a lentement porté une main tremblante à son front, pour me saluer. Toute la salle a observé la scène en silence. Certains sous le choc, d'autres pleins de honte, d'autres encore les larmes aux yeux. Et, soudain, j'ai réalisé une chose étrange, après toutes ces années, je ne voulais plus me venger. Je voulais simplement que la vérité cesse de se cacher. La salle de bal ne s'est jamais tout à fait remise de cet épisode. Même une fois les applaudissements retombés, même après que les gens se furent lentement rassis, l'ambiance avait trop changé. C'est l'effet que produit parfois la vérité, en particulier lorsqu'elle est ancienne. Elle se dépose dans une pièce comme de la fumée, et force tout le monde à respirer différemment. Daniel Mercé a tenté de terminer son discours, mais l'assurance l'avait déserté. Les gens l'écoutaient encore poliment, car les Américains de plus de 60 ans ont été élevés dans le respect de l'uniforme et du protocole, mais on sentait le décalage. Dès que le doute s'installe, la réputation s'effrite en silence par les fissures. Mercé a conclu 10 minutes plus tard, sous des applaudissements clairsemés. Rien à voir avec l'ovation de tout à l'heure. Walter s'est penché vers moi. Ça va ? J'ai regardé Mercé s'éloigner du pupitre, en évitant de croiser le regard de la moitié de l'assemblée. Je ne sais pas encore, ai-je répondu, et c'était vrai. J'avais passé 20 ans à imaginer ce que la justice me ferait ressentir. Il s'avérait qu'elle provoquait surtout un profond épuisement. La collecte de fonds s'est terminée peu après. Des groupes de vétérans et de donateurs se sont rassemblés dans le hall, discutant à voix basse. Plusieurs hommes d'un certain âge se sont approchés de moi avec précaution. Sans agressivité, sans théâtralité, tout en retenue. C'est ainsi que les anciens combattants expriment généralement leur respect. Un ranger à la retraite m'a serré la main et a dit « Merci d'avoir ramené nos petits gars à la maison ». Un autre homme, coiffé d'une casquette de vétéran du Vietnam, m'a serré dans ses bras sans prononcer un mot. Une femme de 70 ans passée a glissé une photo pliée dans ma main. Mon fils a parlé de vous avant de mourir, a-t-elle chuchoté. J'ai baissé les yeux sur l'image. Un jeune marine, grand sourire, en treillis de camouflage désertique. Ma poitrine s'est serrée aussitôt. Oh, ai-je soufflé doucement, je me souviens de lui. Et c'était vrai. C'est cela, le fardeau que personne n'explique quand on survit à la guerre. On porte ses visages en soi, pour toujours. La femme a pressé doucement ma main. Il disait que vous étiez resté calme quand tous les autres paniquaient. J'ai failli rire. Je ne m'étais pas senti calme une seule fois durant toute ma carrière militaire. Mais les soldats confondent souvent la peur silencieuse avec le courage. Walter et moi avons fini par sortir dans la nuit tiède d'Austin. Le brouhaha de la soirée s'est estompé derrière nous,
tandis que la circulation s'écoulait régulièrement sur l'autoroute voisine. En été, les nuits texanes ont toujours cette légère odeur de poussière et d'essence. Walter a allumé une cigarette, bien que 6 médecins différents lui eussent probablement conseillé de ne pas le faire. « Vous savez que cette histoire va se propager très vite, a-t-il dit. Je m'en doute. La communauté des vétérans n'oublie jamais les noms. Je me suis appuyé contre la rambarde en béton, à l'extérieur du bâtiment. Vous savez ce qui est drôle? Quoi? J'ai passé 20 ans à essayer de disparaître. Walter a eu un sourire fatigué, et il a suffi d'un seul barbecue pour tout gâcher. Cela m'a fait rire, pour de bon. Mon premier vrai rire depuis bien longtemps. Puis, Walter est redevenu sérieux. Vous méritiez mieux, Claire. J'ai fixé les lumières du parking. Peut-être qu'il y a des années, entendre ces mots aurait compté davantage. Mais là je modifie notre rapport à la justice. À un moment donné, on réalise que la vie équilibre rarement ses comptes de manière parfaite. Vous savez ce que je regrette le plus, ai-je demandé doucement. Walter a secoué la tête. J'ai laissé l'amertume m'isoler. Le vieux Sil n'a pas répondu immédiatement, car il comprenait. Les vétérans excellent dans l'art de s'isoler. Nous bâtissons des existences entières pour éviter la douleur. Et après un certain nombre d'années, la solitude finit par sembler normale. Le lendemain matin, l'histoire avait déjà commencé à circuler en ligne, dans les cercles militaires. Walter ne plaisantait pas. Les appels ont plu toute la journée. De vieux pilotes, d'anciens infirmiers, des officiers à la retraite, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des décennies ont réussi à trouver mon numéro en quelques heures. Un homme a éclaté en sanglots au téléphone avant même de dire un mot. Un autre s'est contenté de déclarer « Je voulais que vous le sachiez ». Nous n'avons jamais cru à la version officielle. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne m'y attendais, car, au fond de moi, je crois qu'une partie de moi s'était toujours sentie abandonnée de tous. Il s'avère que le silence et la trahison ne sont pas toujours synonymes. Vers midi, Rick s'est présenté chez moi à l'improviste. J'ai vu sa camionnette entrer dans l'allée pendant que j'arrosais mes tomates. Il est descendu d'un air gauche, tenant un sachet en papier provenant d'une boulangerie locale. Cela seul suffisait à me prouver sa nervosité. Rick s'excusait d'ordinaire avec des plaisanteries, pas avec des pâtisseries. J'ai posé le tuyau d'arrosage. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Des chaussons aux pêches. Il a hoché la tête lentement. C'est du sérieux, alors? Il s'est frotté la nuque. Je peux entrer? Nous nous sommes assis à la table de ma cuisine pour boire un café, sous le ronronnement du ventilateur de plafond. Rick semblait mal à l'aise, de cette façon propre aux hommes d'âge mûr lorsqu'ils réalisent qu'ils se sont mal comportés. Finalement, il a soupiré. Je te dois des excuses. Vraiment? Il a acquiescé. J'ai été un idiot. C'est vrai aussi. Cela lui a arraché un faible sourire. Puis, son visage est redevenu sérieux. Je pensais vraiment que tu exagérais, lors du barbecue. Je sais. Non, a-t-il dit doucement, je veux dire. Je pensais que tu étais seul. Cela m'a surprise. Rick fixait son café. Tu restais toujours à l'écart des autres, a-t-il admis. Je me suis dit que tu cherchais peut-être à attirer l'attention. Je me suis adossé lentement. C'est compréhensible. Non, a-t-il répliqué immédiatement, ça ne l'est pas, la sincérité de son ton a adouci quelque chose en moi. Rick a jeté un regard autour de ma petite cuisine. Tu as porté tout cela toute seule. J'ai haussé légèrement les épaules, un certain temps, oui. Il a secoué la tête lentement. Ce général. Il a marqué un temps d'arrêt. Comment peut-on vivre après avoir fait ça à quelqu'un? J'ai pensé à Daniel Mercé, debout sur cette scène, feignant l'honneur. Puis j'ai répondu franchement, probablement de la même manière que nous survivons tous aux épreuves. Rick a froncé les sourcils. Comment ça? En nous mentant à nous-mêmes, méticuleusement. 3 jours plus tard, Mercé m'a appelé personnellement. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. Sa voix semblait plus vieille désormais. Pas physiquement, non, mais spirituellement. Claire, a-t-il dit à voix basse, est-ce que nous pourrions nous voir? Tous mes instincts me criaient de refuser. Pourtant, une autre partie de moi, la plus fatiguée, voulait clore cette histoire convenablement.
Nous nous sommes donc retrouvés dans un petit restaurant de type dîner, en dehors de Georgetown. Rien de théâtral, juste du café, et du silence. Mercé avait triste mine. L'assurance impeccable avait disparu. Privé de son pupitre et de ses médailles, il ressemblait enfin à ce qu'il était réellement, un homme vieillissant, écrasé par des décennies de honte. Il a contemplé son café intact pendant un long moment, avant de parler. J'ai eu peur, a-t-il admis. Je n'ai rien dit. La tempête a éclaté. Les communications ont été coupées, et j'ai paniqué. La vérité brute. Ni stratégie, ni politique. De la lâcheté. Une simple lâcheté humaine. Ses yeux semblaient humides désormais. Je me répétais que le repli était une décision tactique. Il a dégluti difficilement. Mais la vérité, c'est que j'étais terrifié. Je l'ai observé attentivement. C'était cet homme que j'avais haï pendant 20 ans. Et, soudain, il paraissait seulement fatigué. Brisé, même. Mercé a frotté ses mains tremblantes l'une contre l'autre. Vous voulez savoir quelque chose d'affreux? Je suis restée silencieuse. Je vous détestais, a-t-il murmuré, parce qu'à chaque fois que quelqu'un prononçait votre nom, je me rappelais exactement qui j'étais en réalité. Le calme s'est fait autour de nous dans le restaurant. Des couples d'un certain âge buvaient leur café non loin de là. De la musique country passait doucement en fond sonore. La vie américaine ordinaire, qui continuait son cours autour de deux personnes brisées. Mercé a fini par lever les yeux vers moi. Après tout ce que je vous ai fait, a-t-il demandé d'une voix rauque, pourquoi ne m'avez-vous pas détruit il y a des années? Je l'ai fixé pendant un très long moment avant de répondre. Car la vérité, c'est que j'avais passé 20 ans à me poser la même question. Daniel Mercé était assis en face de moi dans ce petit restaurant, semblable à un homme qui n'avait plus aucun endroit où se cacher. Dehors, par la fenêtre, la lumière de la fin d'après-midi s'étirait sur l'autoroute, tandis que les pics UPS défilaient dans le trafic régulier du Texas. À l'intérieur, une serveuse remplissait les tasses de café en appelant tout le monde « chéri ». Une vie ordinaire. C'est ce qu'il y a d'étrange avec les instants cruciaux, le monde ne s'arrête jamais pour eux. Mercé attendait ma réponse. Pourquoi ne l'avais-je pas détruit des années auparavant? J'ai regardé mon café un long moment, avant de parler. Parce que la haine devient lourde, ai-je dit doucement. Il a scié lentement. Quand on la porte trop longtemps, c'est elle qui finit par vous porter. Le vieux général a baissé les yeux, et, pour la première fois depuis que je le connaissais, Daniel Mercé a paru totalement honnête. Ni lisse, ni autoritaire, simplement fatigué. Je me disais que je protégeais des carrières, a-t-il avoué doucement. Que je protégeais l'armée, que je protégeais le moral des troupes. J'ai hoché la tête. C'est ainsi que les gens survivent à la culpabilité, ils lui donnent un autre nom. Mercé a dégluti péniblement. J'ai détruit votre vie. Pendant des années, j'avais cru que d'entendre ces mots était tout ce que je voulais. Une confession, des excuses, une forme de reconnaissance. Mais, assise là en face de lui, j'ai compris une chose essentielle. La douleur ne s'évanouit pas simplement parce que son auteur finit par avouer sa faute. Le passé reste inchangé. Les années perdues existent toujours. Les cauchemars demeurent. Les papiers du divorce, les crises de panique, la solitude. Rien de tout cela ne disparaît par enchantement. Pourtant, curieusement, ma colère avait déjà commencé à s'estomper bien avant que cette discussion ne débute. Mercé a frotté lentement ses mains l'une contre l'autre. Je n'attends pas de pardon. C'est une bonne chose, ai-je répondu calmement, car le pardon n'est pas une transaction. Il a hoché la tête faiblement. Ensuite, nous sommes restés assis en silence un moment, écoutant le cliquetis de la vaisselle derrière le comptoir. Deux personnes âgées, portant chacune un regret différent. Une semaine plus tard, Walter m'a invité à une réunion de soutien pour les vétérans, à Killeen. Une petite salle, très simple, avec des chaises pliantes, du café, et des anciens combattants qui s'efforçaient d'aider les plus jeunes à garder la tête hors de l'eau après leur service. En temps normal, j'aurais refusé. Durant des années, j'avais évité autant que possible les événements de vétérans. Trop de fantômes dans une seule pièce. Mais cette fois-ci, c'était différent. Peut-être parce que quelque chose en moi s'était enfin dénoué. Peut-être parce qu'après avoir passé des décennies à me cacher de mon passé, je commençais à me lasser de le fuir. Walter m'a présenté simplement.
Voici clair. Pas de discours théâtral, pas de médaille, pas de récit de guerre. Juste clair. Et, pour être honnête, je l'ai apprécié plus qu'il ne le pensait probablement. Le groupe comprenait de jeunes soldats fraîchement rentrés d'opérations extérieures, quelques vétérans du Vietnam plus âgés, un marine à qui il manquait 2 doigts, et un autre homme qui n'a presque pas dit un mot de la soirée. J'ai reconnu ce silence immédiatement. Le traumatisme a un bruit bien à lui, et, parfois, ce bruit n'est rien d'autre que le néant. Walter a fini par me demander si je voulais partager quelque chose. Au début, je ne voulais pas. Puis, j'ai remarqué un jeune vétéran assis près du mur, qui fixait le sol exactement comme je le faisais à mon retour d'Afghanistan. Ce regard m'a fait changer d'avis, alors je me suis levé lentement, et j'ai pris la parole. Vous savez, ai-je commencé doucement, les gens écoutent des histoires militaires, et pensent que le plus difficile est le combat. Plusieurs vétérans ont légèrement hoché la tête. Mais pour beaucoup d'entre nous, ai-je poursuivi, la partie la plus dure vient après. La pièce est restée totalement silencieuse. Je parlais lentement, avec précaution, non pas sur le ton d'un discours, mais plutôt d'une confession. Vous rentrez à la maison, et tout le monde s'attend à ce que vous redeveniez normal immédiatement. Quelques rires amers ont parcouru l'assemblée. Mais la guerre modifie le rythme de vos pensées, ai-je dit. Elle change votre sommeil, elle altère votre sentiment de sécurité dans ce monde. Le jeune vétéran près du mur a enfin levé les yeux vers moi. Pendant des années, ai-je avoué, j'ai pensé que l'isolement était une force. Walter m'observait en silence depuis le fond de la pièce. Je croyais que me couper des autres me protégeait. J'ai souri faiblement. Mais la solitude est sournoise. Elle finit par devenir confortable, après un certain temps. Plusieurs vétérans plus âgés ont hoché vigoureusement la tête à ces mots, car ils savaient. Dieu sait s'ils savaient. Un homme a fini par lever la main. Un vétéran de l'armée aux cheveux gris, probablement au début de la soixantaine. Je peux poser une question? Bien sûr. Il a hésité. Pourquoi vous appelez-il Hadès? Quelques personnes dans la salle ont bougé, curieuses. J'ai regardé mes mains avant de répondre. Pendant des années, les gens ont supposé que cet indicatif signifiait quelque chose de sombre, de dangereux, de violent. Mais la vérité n'a jamais été celle qu'ils imaginaient. La première équipe qui m'a donné ce nom, ai-je expliqué doucement, l'a fait après qu'une mission de sauvetage eut mal tourné. J'ai souri doucement. L'un des SEALS a dit, j'ai marqué une courte pause. Peu importe à quel point nous étions descendus en enfer, elle revenait toujours nous chercher. Personne n'a parlé ensuite, du moins pas tout de suite, car les anciens comprennent une chose que les plus jeunes manquent parfois. Les instants les plus chargés de sens surviennent généralement en silence. Pas de musique, pas d'explosion, juste la vérité qui se pose doucement au milieu d'une pièce. Après la fin de la réunion, plusieurs jeunes vétérans sont restés, discutant plus longtemps qu'ils ne l'avaient probablement prévu. L'un d'eux m'a remercié d'avoir parlé franchement de l'isolement. Un autre a admis qu'il n'avait pas parlé à sa propre fille depuis 8 mois. Cela faisait mal à entendre. Avant mon départ, le jeune vétéran discret de tout à l'heure s'est enfin approché de moi, près de la table basse où se trouvait le café. Il semblait nerveux. Vous pensez vraiment qu'on peut revenir de ce genre de choses, a-t-il demandé. De quoi? Il a haussé les épaules, impuissant. Des ténèbres. Je l'ai observé attentivement, puis je lui ai répondu de la seule façon honnête que je connaissais. Pas complètement, ai-je dit, mais suffisamment pour vivre à nouveau. Ses yeux se sont légèrement embués. Il a hoché la tête une fois, et, d'une certaine manière, cet instant a compté pour moi bien plus que toutes les médailles que j'avais pu recevoir dans ma vie. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en voiture, seul sous un coucher de soleil texan d'un orange profond. Les vitres étaient baissées, laissant l'air chaud s'engouffrer dans l'habitacle. Pour la première fois depuis des années, le silence qui m'entourait ne me semblait pas vide. Il me paraissait paisible. J'ai pensé à tante Donna, à Walter, à Rick, et même à Daniel Mercé. La vie nous avait tous blessés différemment. Certains y avaient répondu par l'arrogance, d'autres par la culpabilité, d'autres encore par l'isolement. Et, au fond, la plupart d'entre nous essayaient simplement de survivre à eux-mêmes. En arrivant dans mon allée, je suis resté assise dans ma camionnette un peu plus longtemps, à regarder la lumière du soir se poser sur les champs. Et j'ai réalisé une chose. Les gens pensaient que Hadès rimait avec mort, peur et violence.
Mais il se trompait. Cela signifiait ramener les gens de l'enfer, y compris soi-même. Et c'est peut-être vrai pour plus de personnes qu'on ne le croit. Peut-être que certains d'entre nous passent des années à porter leur douleur en silence, persuadés que personne d'autre ne comprendrait. Peut-être que l'orgueil éloigne les familles bien plus longtemps qu'il ne le faudrait. Peut-être que le pardon ne consiste pas à excuser ce qui s'est produit, mais à refuser, enfin, de laisser l'amertume définir notre identité. Si cette histoire a fait écho en vous, si elle vous a rappelé un être cher disparu, une personne à qui vous avez pardonné, ou même une part de vous-même que vous tentez encore de guérir, alors j'espère que vous garderez ce sentiment en vous. Partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et rappelez-vous, parfois, les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui font le plus de bruit dans la pièce. Parfois, ce sont simplement celles qui ont survécu, et qui ont choisi, malgré tout, la bienveillance.